Aujourd'hui, je désire par cette vidéo aborder la thématique du paragraphe 6.7 de la page 86, autrement dit les méthodes de résolution d'équations redox en solution. La démarche n'est pas la même que celle que l'on a utilisée jusqu'à présent dans la résolution des équations redox en milieu anhydre. On verra qu'il s'agit d'une démarche qui se fait étape par étape. Si on respecte la suite présentée, on est sûr d'arriver au bout. C'est une technique qu'il faut maîtriser. Lorsqu'on résout une équation milieu aqueux, la première question qu'on doit se poser, c'est: est-ce que les espèces chimiques que l'on me présente vont réagir avec l'eau ou pas? Exemple, si on nous dit que le NaCl participe à la réaction, NaCl ne va pas exister en tant que tel dans l'eau, mais en tant que ion séparé Na+, et Cl-. Autrement dit, les sels solubles vont se dissoudre. Autre exemple, si on nous dit que HNO3 est un partenaire de réaction, HNO3 est un acide fort, il va donc subir une réaction de transfert de protons. Et ce que l'on aura en solution, c'est NO3- et H3O+. Avant toute chose, donc, il est important de considérer les espèces chimiques présentées comme partenaires de la réaction et de se poser la question: ces espèces chimiques vont-elles être modifiées en entrant en contact avec l'eau? Les composés ioniques se dissolvent, les oxydes peuvent s'hydrater et les acides forts vont subir une réaction de transfert de protons. Voyons maintenant les différentes étapes qu'il faut suivre dans la méthode de résolution des équations redox en milieu aqueux. Pour ça, je vais suivre l'exemple présenté à la page 86 au paragraphe 6.7.1. On nous dit que MnO4- réagit avec H2C2O4 pour donner Mn2+ et CO2. Première question, H2C2O4, c'est un acide, il commence par H. Par contre, c'est un acide faible. Les acides faibles vont être gardés sous forme de molécules complètes dans les équations. La raison, c'est que lorsqu'un acide faible entre en réaction avec l'eau, seul un faible pourcentage de cet acide est transformé. La première étape est de séparer les partenaires des deux demi-réactions. Autrement dit, on va chercher à séparer la demi-réaction d'oxydation et la demi-réaction de réduction. Pour ça, il est clair que MnO4- sera le réactif qui deviendra Mn2+, et H2C2O4 sera le réactif qui deviendra CO2. On a donc ici ce que j'aime bien appeler le squelette des deux demi-réactions. À partir de là, il faut faire un certain nombre d'étapes. La première, c'est équilibrer tous les éléments qui interviennent dans ces deux demi-réactions, sauf l'oxygène et l'hydrogène. Dans la première ligne, on voit qu'il n'y a rien à faire. MnO4-, Mn2+, il y a un atome de manganèse dans les deux cas, donc c'est déjà équilibré. Deuxième ligne, on voit qu'on a du H2C2O4. Par contre, on a seulement un carbone dans CO2, donc je multiplie par 2. Deuxième étape, on équilibre la présence des atomes d'oxygène en ajoutant des molécules d'eau là où c'est nécessaire. Ici, j'ajoute 4 molécules d'eau pour compenser ces 4 oxygènes qu'il y a à gauche. Pour la deuxième ligne, j'ai rien ajouté puisque je vois que j'ai 4 atomes d'oxygène à gauche et j'ai 2 fois 2, donc 4 atomes d'oxygène à droite également. Troisième démarche, on va équilibrer les hydrogènes en ajoutant des H+, là où c'est nécessaire. Donc ici, je vais ajouter 8 H+. Ici, je vais ajouter 2 H+. Et pour terminer, on va équilibrer les charges en mettant des électrons là où c'est nécessaire. Ici, on a 8+, moins 1, ça fait 7+. On a 2+ à droite, donc je vais rajouter 5 électrons ici et je vais rajouter 2 électrons ici. Il est important de constater que les électrons ne sont pas du même côté de ces deux demi-réactions, puisqu'on a une réaction d'oxydation et une réaction de réduction. Il est logique
qu'une fois les électrons soient à gauche de la flèche et une autre fois les électrons soient à droite de la flèche. Il s'agit maintenant de faire la somme de ceci, mais avant de faire la somme, il faut qu'on se débrouille pour que le nombre d'électrons impliqués dans les deux demi-réactions soient les mêmes, d'où les multiplicateurs 2 et 5. Et maintenant, on applique le tout, donc 2 fois 5, ça fait 10 électrons. Plus 2 fois 8, ça fait 16 H+, plus 2 MnO4 moins. Et on voit qu'on est arrivé ici au fin de la première ligne du côté des réactifs. Donc on passe directement à la deuxième ligne du côté des réactifs. On aura 5 H2C2O4. Mais ceci se transforme en 2Mn2+, plus 8 H2O, plus 10 CO2, plus 10 H+, plus 10 électrons. À ce moment-là, il y a un certain nombre de choses que l'on peut simplifier. Déjà, les électrons, on voit qu'ils disparaissent. Les H+, il y en a 16 ici, il y en a 10 ici, il en reste donc 6. Le MnO4- est présent que à gauche. H2C2O4 également, 2Mn2+, plus 8H2O. Des fois, il y en a des deux côtés, là, ce n'est pas le cas, plus 10 CO2. Et maintenant, notre équation est équilibrée. Il me semble utile de refaire cet exercice par vous-même en repartant de la donnée qui se trouve à la page 86. On vous dit l'équation à équilibrer est MnO4- plus H2C2O4 donne Mn2+ et CO2. Refaites cette démarche pour mémoriser les différentes étapes qu'il faut appliquer pour résoudre cette équation. Je vais maintenant vous présenter la solution de l'exercice 6.16 que je vous conseille également de refaire par vous-même derrière ceci. Voici donc la résolution de l'exercice 6.16 de la page 87. On nous dit que le cuivre métallique réagit avec l'acide nitrique pour donner des ions cuivre 2 et du monoxyde d'azote. Il s'agira donc, dans un premier temps, d'écrire ce que j'ai nommé les squelettes des deux demi-réactions. Le cuivre métallique, c'est du Cu0. C'est donc des atomes présents dans un morceau de cuivre métallique. C'est ce qu'on appelle un corps simple. Sa charge est nulle. Par contre, on nous dit qu'il se forme du Cu2+, puisque c'est des ions cuivre 2. Ensuite, on nous dit que l'autre partenaire des réactions, c'est l'acide nitrique. L'acide nitrique, c'est HNO3. Par contre, l'acide nitrique, attention, c'est un acide fort. Il va donc subir une transformation pour générer NO3-. Donc, notre réactif, ce sera NO3-. Et il se forme du NO. Voilà. Maintenant, il s'agit d'équilibrer tout ça. Première démarche, on vérifie que tous les atomes qui ne sont pas de l'hydrogène ou de l'oxygène sont présents dans les mêmes quantités. Le cuivre 1 et 1, l'azote 1 et 1, il n'y a rien à faire. Deuxième étape, l'oxygène. Il n'y en a pas dans la première ligne. Dans la deuxième équation, il manque 2 atomes d'oxygène parmi les produits. Donc j'ajoute 2 molécules d'eau. Ensuite, les hydrogènes. J'ai besoin d'ajouter 4H+ ici. Il n'y a toujours pas d'hydrogène dans la première ligne. Et finalement, on équilibre en ajoutant des électrons là où c'est nécessaire. Donc nous avons 0 charge à droite pour la première ligne, 0 charge à gauche pour la première ligne, 2 charges à droite, donc on ajoute 2 électrons. Pour la deuxième ligne, on a 4H+, avec 4 charges positives, NO3-, une charge négative, ce qui fait un total de 3 charges positives, d'où les 3 électrons qui ont été ajoutés. Il s'agit maintenant de faire la somme, et lorsque l'on fait la somme, on doit se débrouiller pour que le nombre d'électrons impliqués dans les deux demi-réactions soit identique. Et c'est parti, 3Cu plus 6 électrons plus 8H+, plus 2NO3- se transforme en 3Cu2+, plus 6 électrons, plus 2NO, plus 4H2O.
Y a-t-il des choses à simplifier? En tout cas, les électrons, c'est certain. Tout le reste, pas. Pour la forme, je réécris l'équation finale, équilibrée. Voilà. La semaine prochaine, nous verrons la résolution des équations redox en milieu aqueux basique, suivi de 8 exercices, ce qui marquera la fin de cette partie concernant les réactions redox en solution. Pas mal d'exercices à faire la semaine prochaine. Je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. À tout bientôt.